Bonjour messieurs, vous écoutez Bonhomme le Talk. Tous les 15 jours, nous recevons un homme inspirant qui nous explique comment il vit sa masculinité. Ensemble, nous discutons de son expérience, des défis qu'il peut rencontrer en tant qu'homme dans sa vie quotidienne et de ses aspirations. Rejoignez-nous pour une discussion d'homme à homme, sans détour ni tabou. Et aujourd'hui, nous accueillons Florian, qui est sapeur-pompier. Salut Florian. Bonjour Amaury. Comment vas-tu ? Un peu stressé, ok, c'est pas un exercice qui est très facile pour moi de me livrer, mais écoute, je vais essayer de jouer le jeu de la manière la plus franche et la plus simple et vraie possible. Trop sympa. Merci beaucoup de nous accorder de ton temps. Surtout que c'est sur un de tes jours de repos, du coup, je suppose. T'es pas en intervention actuellement, a priori. Non, je suis pas en intervention et pour une fois, un jour de repos me fait plus stresser qu'un jour d'intervention. Donc, t'as réussi ce challenge-là et c'est beau. Chose. Trop bien. Non, on va essayer d'être à la cool. Mais en tout cas, un grand merci de nous donner de ton temps. Et c'est sympa de pouvoir te confier sur ce beau métier de sapeur-pompier. On va pouvoir un peu discuter de tout ce que ça représente pour toi, ton rapport à toi-même, à l'homme, aux autres, aux victimes, à la mort, à la peur, le feu, etc. Et aussi à ce que ça te dit un peu de notre société aujourd'hui. Comment on devient pompier ? Est-ce que c'est une vocation pour toi ? C'est quelque chose qui t'a depuis longtemps ? C'est le besoin ou c'est le besoin juste d'un truc concret, un peu qui te sort de l'ordinaire et t'es pas derrière un ordi tous les jours, voilà. Donc, comment est-ce qu'on arrive pompier ? En poussant la porte d'un CIRFA et en se faisant recruter et en faisant le parcours classique. Est-ce que c'est une vocation ? Je ne pense pas. Parce que c'est un métier à durée limitée. Il faut avoir l'énergie, la fougue nécessaire. Il faut pouvoir donner le temps et il faut ne pas être usé. Donc, je dirais que c'est quelque chose qui est possible de faire sur un temps court, mais qu'on peut pas imaginer faire 40 années. Ça, c'est clair et net. Et ne pas être derrière l'ordinateur. Je trouve, je connais pas très bien le monde de l'entreprise, mais je trouve que les entreprises ne s'aident pas forcément et je vois beaucoup d'amis qui ont fait des grandes études, qui ont des bac+3, bac+4, bac+5, qui ont fait des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce et qui se retrouvent à envoyer des mails de 7h à 20h sans trop concret, à gratter un peu d'argent à droite à gauche, à tout ça. Et je trouvais que ça avait pas beaucoup de sens. D'une part, quand on est pompier, on est clairement à la recherche d'un sens. Et puis, on a juste envie d'aider les autres. Quand on est pompier, c'est avant tout parce qu'on a besoin de donner l'amour qu'on a. C'est à peu près ce que je dirais, parce que quel serait le sens sinon de se réveiller 3 ou 4 fois par nuit quand on est de garde, si ce n'est parce qu'on a envie d'aimer les gens. Alors c'est pas facile, ça c'est clair et net, ça nous fait râler, ça nous fait mettre dans tous nos états, ça c'est pas facile tous les jours, mais ouais, c'est ce besoin de se dire ok, le monde dans lequel on est, il est comme il est, avec ses défauts qui sont très très visibles et avec ses qualités qui sont parfois invisibles, et en fait on a besoin de remettre de l'humain là-dedans, et voilà. Je pense que c'est pour ça qu'on devient pompier. Mais c'est pas une vocation et on sait que c'est à durée limitée. Mais donc c'est quand même hyper chargé de sens, à la fois pour toi-même et pour, du coup, c'est un rapport aux autres permanent. La devise, si je me trompe pas, c'est sauver ou périr. C'est ça. Donc il y a sauver, on reviendra sur périr, mais sauver, donc c'est ce côté un peu, t'es au service de l'autre, service de la population, de tes contemporains, des gens autour de toi. T'as l'impression un peu en tant que mec, ça te rapporte un peu à un idéal d'adolescent, chevalier servant, sauver un peu la veuve et l'orphelin, ou oui. C'est un truc, ouais. Oui, non, mais je suis encore un grand adolescent, ça c'est clair et net. J'ai encore beaucoup à grandir, je pense. Sinon, j'aurais peut-être fait autre chose, mais ces idéaux de jeunes, ils sont beaux et même si on les met dans le cynisme du monde actuel, je pense quand même qu'il faut les garder. Il faut savoir garder à la fois une âme d'enfant, à la fois une âme d'adolescent, ne pas être non plus béni oui, mais le garder un peu quand même, quoi. Ouais, carrément, ouais. Ouais, tu sais, ça me rappelle une phrase d'un auteur, Serge Alain, qui parle un peu de savoir allier la vigueur de l'homme à la générosité de l'enfance, et de ce côté où en fait tu gardes cette générosité en te donnant ainsi dans ce genre de boulot, et ça fait peut-être écho aussi un peu à ce qu'on a besoin, à ce qui est un peu au trip de l'homme, de ce besoin de se donner. Certainement. Là c'est un don total, quoi. C'est un don physique. Là on fait pas semblant. Ça c'est clair et net. On peut pas, on n'a pas le droit de tricher. On peut pas. On n'a pas le droit à l'erreur. Alors c'est sûr que dans 90% des cas, c'est très bénin, même dans 99% des cas, c'est très bénin. Mais dans le 1% des cas où il faut être bon, il faut être bon, qu'on soit fatigué, qu'il soit 5h du matin, qu'on n'ait pas dormi, il faut qu'on soit bon quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et il n'y a pas de place au doute.
Tous ces pompiers-là, on a un peu l'image soit de tous les gars bodybuildés, dieux du stade dans les calendriers. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est des profils très variés? C'est quoi? Quels sont ces genres de gars qui viennent aujourd'hui se dire, OK, mon boulot, c'est de me donner aux autres, d'être prêt à donner aussi ma vie si besoin, d'aller... En fait, c'est fou parce on habite dans la même ville, mais nous, notre quotidien, en fait, on voit pas ça. Enfin, on voit passer les camions et les sirènes, mais on n'est pas en permanence sur les interventions. On n'imagine pas un peu tout ce que vous vivez au quotidien et qu'est-ce qui pousse des gars à faire ce genre de taf, quoi. Tout profil, des types qui n'ont pas le bac, des types qui ont le bac, des types qui ont des études, des types qui n'en ont pas. Tout le monde vient des quatre coins de la France et ça fait... la richesse humaine, elle est incroyable. Et ça, c'est clair que j'avais jamais vu une telle diversité. Et je me suis beaucoup posé la question ces dernières années mais on est si différents, on a des parcours de vie qui sont tellement opposés les uns aux autres. C'est quoi notre point commun? Eh bien, en vrai, je sais pas. Mais le fait d'agir ensemble, ça crée du coup une sorte une cohésion, même on peut dire une fraternité. Ouais, on a cette volonté d'agir ensemble. Je pense qu'on a un terrain forcément. On a un terrain commun. Et est-ce que le fait tu dois avoir des profils de gars où tu dis, en fait, si je faisais pas ce métier-là, ce genre de métier avec eux, je les connaîtrais pas. Enfin, j'aurais aucun lien avec eux. 95% des types, quoi. C'est extraordinaire. C'est incroyable. Et puis on a la chance quand on fait une garde, on vit 24 ou 48 heures, mais on vit ces 24 heures ensemble. Donc on va déjeuner le midi, on va dîner, on va dormir ensemble. Et forcément, ça soude, on passe notre vie à se raconter des histoires, on passe notre vie à se raconter nos vies. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Humainement, ce qui est le plus enrichissant, c'est la vie de la caserne. Par rapport à ce qu'on vit sur intervention, c'est minime au final. Ouais, c'est vraiment une partie du métier qui est inconnue, qu'on ne peut pas imaginer initialement et qui est extraordinaire. Et dans les attributs du pompier, tu as l'uniforme. Le fait de porter un uniforme pour un gars, est-ce qu'il y a un peu cet équilibre entre le queue de la gueule et en même temps ça oblige, ça stimule, ça donne un esprit de corps et ça permet peut-être de mieux se donner. Enfin, ça peut être un outil qui élève aussi en quelque sorte. Nous, on a plusieurs uniformes. Du coup, en tant que pompier, on a l'uniforme courant que tu vas voir sur nos interventions de secours victimes où c'est le polo qui est généralement pris 2 tailles en dessous pour qu'il soit bien saillant. Et cet uniforme-là, moi, je trouve qu'il oblige un peu, mais je pense que je fais partie d'une minorité de personnes parce que on le met presque trop. Le deuxième uniforme qu'on met le plus, ça va être la tenue de sport, qu'on utilise pas mal, et qui est juste une tenue de sport. Et le troisième uniforme qui, je pense, là, fait changer tout le monde, c'est la tenue de feu. Et quand on est dans cette tenue de feu rouge, quand on porte le poids de l'histoire qu'elle porte, quand on met notre casque sur la tête, là, je pense que là, les mecs changent. Chaque lundi matin, sauf si c'est un jour férié, dans ce cas-là, ce sera le jour suivant, on récite l'appel des morts au feu. Donc, on se remémore de tous les types qui sont morts ces dernières années en rappelant leur nom et en rappelant le fait d'armes d'un en particulier. Et pour ce rassemblement-là, on est spécialement en tenue de feu. Et il faut s'imaginer 15 minutes avant le rassemblement que tout le monde brique sa tenue. Tout le monde. Les bottes, elles sont cirées, mais nickel. Le casque, il est propre. La tenue, elle est propre. Parce que cette tenue-là, elle nous oblige. Parce que cette tenue-là, on la porte rarement. Et quand on la porte, il y a toujours quelque chose. Donc ce rapport à l'uniforme, je pense que on se change 10 fois par jour en passant de notre tenue normale à la tenue de sport, à la tenue de feu, etc. Donc, je pense que c'est vraiment la tenue de feu qui peut représenter ce côté, cet uniforme, quoi. Et justement, tu parles du feu, c'est sauver ou périr, donc il y a aussi ce côté périr. Pompier, à l'origine, c'est pour ça. Enfin, c'est ce rapport au feu. C'est à la fois votre raison d'être et en même temps un des pires ennemis de l'homme, le feu. Enfin, c'est quand même un danger immense, un peu difficile. C'est ce qui a permis à l'humanité de grandir et en même temps ce qui détruit tout en quelques secondes. Ouais, c'est quoi le rapport au feu pour un pompier? Est-ce que c'est les interventions en même temps les plus stimulantes parce que c'est là où il y a tout un peu votre raison d'être de pompier qui se met là-dedans et en même temps la peur du feu. Enfin voilà, quel est un peu ton rapport au feu, toi? On va pas se le cacher, on s'entraîne pour ça. On l'attend tous, le dragon. Ouais. On passe nos journées à l'attendre. Alors c'est pas souhaitable, mais on l'attend tous. Est-ce qu'il nous fait peur? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Il y a une part d'adrénaline, il y a une part de toute façon, on n'est jamais seul. Et il y a une part de tout est cadré par des règlements où tout est très clair. Quand on part pour feu, c'est une vraie danse, c'est un ballet de musiciens. La partition, elle est millimétrée et suivant ce qui va brûler, suivant ce qui va se passer, s'il y a du gaz, suivant s'il y a des victimes, etc., la partition, elle va un petit peu bouger. Mais le cadre général, il est tout le temps là. Et chaque jour, on change de poste. Et suivant si je suis dans la première ou dans la deuxième équipe, suivant si je suis chef au servant, suivant si je suis chef d'agrès ou conducteur, je sais très bien quel est mon rôle. Et la sonnerie pour feu va partir.
ça va être un grand moment d'adrénaline. Ouais. On va hurler dans tous les sens. Ouais. Et derrière, on sait quoi faire. Et on est prêt pour ça et on nous entraîne pour ça. Donc, je pense que oui, on peut conclure par oui, on en a peur, mais on a confiance envers les mecs qui sont à côté de nous et on a confiance envers nos capacités et on est entraîné pour ça aussi. On est entraîné pour gérer des situations de stress. On est entraîné pour ne pas réfléchir. On est entraîné pour être tout transpirant, pour être oxy complet, mais savoir quoi faire en toute situation. Parce que on peut pas se permettre de ne rien faire. Mais ça oblige un entraînement du coup assez costaud Oui, et une confiance en l'autre absolue, quoi. oui. C'est pour ça que l'intégration peut parfois être un peu compliquée parce que il y a un type qui va arriver dans un groupe déjà établi, forcément il sera testé. Ça devient de moins en moins évident dans le monde actuel de tester quelqu'un et on a tendance à dire non, faut donner sa confiance à tout le monde directement, machin. Ouais, mais on n'est pas dans les mêmes enjeux, quoi. Ouais, mais voilà, on a besoin de savoir, ok, toi tu viens d'arriver, ok, fais tes preuves, ok, t'as fait tes preuves, ok, je te considère. Et les preuves, elles sont plus ou moins longues suivant les qualités humaines de la personne et suivant ce qu'il est. Mais on a besoin de se faire confiance les uns aux autres, ça c'est clair et net. Et avec ce genre d'enjeux, d'intervention au feu, etc., est-ce que tu as l'impression de vivre dans un monde parallèle, un peu, où au quotidien, les gens voient pas tout ce qui se passe? Enfin, il y a plus trop de rapport à la mort, il y a plus trop de rapport au danger, il y a plus trop de rapport au risque, au don de soi, au don de sa vie. Mais vous, tout ça, vous le faites au quotidien et à côté des gens, quoi. Honnêtement, non, pas vraiment l'impression de vivre dans un monde parallèle. Je m'étais pas posé cette question-là, donc je saurais pas te répondre exactement. Après, je te rassure, notre rapport à la mort n'est pas quotidien. Loin de là. Et après, franchement, je sais pas. J'ai tendance à penser que, un peu à la manière de médecin ou de quoi que ce soit, il y a le côté monde professionnel et monde personnel. On va réussir à avoir, quand on met l'uniforme, ça nous change un peu, ça nous blinde un peu forcément. On essaye de pas ramener ces choses-là à la maison. Non, pas vraiment l'impression qu'ils habitent dans le monde parallèle, non. Ok. Non, mais Au contraire, on les côtoie vraiment au quotidien. Ils nous voient pour les calendriers, ils nous voient pour les tombolas. On est quand même beaucoup présents et on a la chance d'avoir une très bonne image. Donc, ouais, complètement, ouais. donc là-dessus, non, c'est sûr que on va se rappeler des fois où la population ne nous aide pas, mais c'est 5% des cas, donc ou 10% comme d'habitude. Donc faut pas. Je pars du principe que voilà, dans 90% des cas, ça se passe très bien, on est très bien accueillis, les gens nous aident, nous laissent passer, etc. Donc les 10% de cons, ils seront partout. Ouais, c'est sûr. Et c'est le jeu. Okay. Il faut leur donner l'importance qu'ils ont. Oui, c'est vrai. Et tu sais, c'est pas forcément un rapport quotidien à la mort, ça reste une option. Est-ce qu'en fait, on peut s'y préparer vraiment? Est-ce que toi, dans ta tête, t'es marié, c'est pas anodin? Est-ce que c'est un truc sur lequel t'es assez libre là-dessus, te dire, oui, en fait, je suis prêt à donner ma vie, à aller en tout cas jusqu'au sacrifice possible de ma vie? C'est pas anodin, on peut avoir un peu un terreau d'enfance familiale ou autre qui pousse à ça, qui pousse en tout cas, qui prépare un peu à ça, à cette option. Ça reste quand même, le jour où ça arrive, c'est pas rien. Ce genre de boulot, ça se choisit aussi, peut-être aussi à deux. Voilà, plein de petites questions dans une seule, mais voilà un peu ton rapport à la mort pour toi. Ouais. Quand on fait ce métier-là, forcément la mort fait partie du jeu. Elle est là, c'est sûr qu'on ne la recherche pas. Je pense que tu vois. Dans l'évangile, c'est marqué, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et en fait, c'est un métier qu'on fait par amour. Et on est conscient que par amour, on peut aller jusqu'au don de sa vie. Donc on l'accepte. Tu vois, depuis que je fais ce métier-là, j'ai un rapport différent, je pense, au temps et aux gens, de par le fait que c'est un métier qui m'entraîne. Tous les jours où je suis dans ma petite ambulance, où je vais avoir 14 ou 15 interventions, le matin à 8h30, la petite mamie qui vient de tomber, ça va être facile de l'aimer. Et ça va être facile de se mettre à la hauteur, de prendre un regard aimant et lui dire « Qu'est-ce qui s'est passé, madame ?» Et de pas avoir de jugement. À 4h du matin, c'est plus compliqué. Le mec qui est bourré sur le boulevard je ne sais où, devant tel bar. Ouais. Plus compliqué de se dire « Cet homme-là, il a le visage du Christ. » Pareil pour un SDF. Mais en fait, c'est un métier qui nous entraîne à ça. C'est un métier qui nous entraîne à nous dire, en fait, peu importe la personne que j'ai en face de moi, je l'aime. Et en fait, cet amour qui se dilate au quotidien, ça me permet aussi de plus aimer ma femme. Ouais. Parce que plus on aime, plus on aime. Enfin, et dans les deux sens, plus je vais aimer ma femme, plus je vais aimer les autres. Et plus je vais aimer les autres, plus je vais aimer ma femme. Et tu vois, à la manière d'une mère qui a eu plusieurs enfants et où les plus grands vont dire « Mais maman, est-ce que tu vas m'aimer autant ?» Ouais, en fait, ça se multiplie. Enfin, c'est un truc de fou. Et en fait, on peut pas le compter, on peut pas le mesurer. Et si un jour, je dois me sacrifier pour quelqu'un,
eh ben, je me sacrifierais. Et par amour pour cette personne, mais aussi par amour pour ma famille. Ouais. Par amour pour ma femme et mes enfants. Et en fait, je pourrais pas le faire autrement. Ouais. Tu peux pas faire plus, mais un peu de moins à la fin. Ouais. Bah non, t'es obligé de faire fois. Ce sera comme ça. Et puis forcément, le rapport à la foi fait que, même si elle fait peur, forcément, la mort, elle a un côté moins effrayant. Ouais. On sait qu'on est vainqueur à la fin. Ouais. Tu le sais. Ben oui, il y a une grande tristesse. La nuit d'avant-hier et hier, on a perdu quelqu'un qui nous était très proche avec ma femme. Ça m'a fait pleurer comme une madeleine, comme pas possible. Mais ça faisait 1 an et demi qu'il se battait contre un cancer. Et on savait que c'était une âme sacrifiée. Et au final, de là-haut, il intercédera pour nous, mais c'est sûr et certain. Donc oui, il y a la tristesse des premiers temps, mais à la fois, ma femme sait que je dois faire le sacrifice de ma vie, ben, elle sait que je lui préparerai une place de choix là-haut. Ouais. Et ce sera le jeu. Ouais, ok. Même si humainement, il est compliqué à comprendre, le jeu. Même s'il est pas souhaitable, et je le veux pas. Ouais. Loin de là. Mais ça fait partie. Ouais. Et c'est sûr qu'on n'est jamais prêt à ça et qu'on sera jamais préparé. Et je souhaite pas lui causer cette tristesse. On s'y prépare jamais. Ouais. Et au contraire, je pense que le fait de pas s'y attendre, mais le fait que la mort rentre dans les possibilités fait que du coup, on a eu de belles discussions là-dessus et qu'elle est un peu plus facile que si elle arrive au hasard, à l'improviste, n'importe quand. Totalement, ouais. Alors qu'au final, ben, chacun a ses probabilités. Donc, ça remplace pas, ça consolera pas. Il faudra quand même passer par un deuil. Ça l'expliquera un peu plus. Impressionnant. Et merci. Bref. Non, mais c'est vrai que c'est un sujet que la période Covid a un peu fait revenir, on va pas revenir dessus, mais a fait revenir un peu la question de la mort dans la société. Mais c'est vrai il y a plus ce rapport-là. Donc ou en tout cas, il y a une peur, il y a un déni, on cache, alors que elle est omniprésente autour de nous sans qu'on la voie. Donc c'est toujours intéressant d'entendre un peu ce genre de retour. Ouais, la mort. Et au-delà de ça aussi, la dépendance, tu vois. En tant que pompier, on n'est pas majoritairement, mais on est régulièrement appelé auprès de personnes qui sont dans le dernier quart de leur vie, qui sont plus ou moins dépendantes, etc. Et ça fait réfléchir à tout ça, au fait que, en effet, quand on a vécu toute sa vie, quand on a pu agir comme on le voulait toute sa vie, avoir l'humilité en fin de vie de se dire, la dépendance, tout ça, ça fait forcément réfléchir. Et autant quand on est, forcément, les 2 premières années, on s'en rend pas compte. Mais quand on finit les dernières années de sa vie dans le même état que les 3 premières. En tant que mec, en plus, il y a un côté un peu hyper frustrant, je pense. Ouais. Mais il faut garder cette humilité, ça c'est clair et net. Faut pas se gonfler d'orgueil. Mais c'est compliqué. Ça nous montre un peu le rapport qu'a notre société actuelle vis-à-vis de tout ça. Et je suis assez effaré par le comportement de certains, par l'inhumanité qu'il peut y avoir parfois, parce que ça m'apprend aussi à pas juger. Ouais. Voilà, je passe du tout. C'est très. C'était quelque chose qui n'était pas forcément évident chez moi et qui est certainement pas évident chez beaucoup de monde. Mais en fait, le fait de juste aimer les gens tels qu'ils sont sans les juger, c'est hyper apaisant et c'est hyper agréable. Et c'est soulageant en fait. Et ça permet de te détacher un peu, comme t'enchaînes en plus cette intervention. Ouais. Complètement. Ouais. Et on parle de ça. Est-ce que tu vois, du coup, il y a de tout dans tes interventions. Je regardais les chiffres, c'est quand même hallucinant. C'est 1 million d'appels, c'est 400 000 secours à victimes. Dans les 400 000, donc tu dois passer du tout au tout en effet, la mamie qui est juste tombée par terre ou un truc plus grave. Les trucs graves, tu t'habitues à un moment à voir ce genre de choses. Enfin, est-ce qu'il y a un peu un côté non. Non, on s'habitue jamais. Ça, c'est clair net. Non, on peut pas. Et faudrait pas, en fait. Faut pas tomber dans un cynisme. Faut surtout pas tomber là-dedans. Enfin, c'est quelque chose d'assez compliqué. C'est un combat de se dire, ok, ça m'a touché. Ouais. Et c'est hyper dur. Et quand on va se retrouver à 3 bonhommes costauds, on va dire, non, j'ai un cœur de pierre. Non, en fait, non, on a tous des petits cœurs tout mous. Faut arrêter ça. Et ce qui est le plus dur, c'est pas forcément les trucs graves sont assez durs, mais ce que je trouve le plus dur, c'est les fois où on peut personnaliser, quand on va se retrouver face à des gens qui ont à peu près nos âges, qui ont des difficultés psychologiques immenses, qui ont des détresses forcément, à mon âge, c'est majoritairement psychologique, c'est moins physique. Ouais. Et là, ça fait mal. Et là, parfois, j'ai l'impression de voir des amis. Une fois, j'avais des amis qui avaient eu un grave accident de moto. Quelques jours après, je fais un accident de moto. En fait, je voyais mon pote, quoi. Ouais. Et là, c'est dur.
forcément, ça nous touche. Quand on personnifie le truc, quand on arrive à mettre soit son visage, soit le visage d'un proche, soit le visage de ses parents, d'amis, de sa femme, c'est là où ça nous prend aux tripes. Ça, c'est clair et net. Et parfois, c'est difficile d'en parler. Et le fait de faire du sport va nous permettre d'en évacuer. Le fait d'avoir une vie équilibrée va nous permettre de l'évacuer aussi. Le fait de dire 3 conneries en buvant une bière va nous permettre de l'évacuer l'humour aussi. est vraiment important. On est obligé. Ouais. On est obligé. Et entre vous arrivez à, voilà, tu disais, entre bonhommes, enfin, entre mecs, cœur de pierre et tout, là, c'est une ambiance que de gars, enfin, majoritairement. essentiellement, ouais. Mais vous arrivez quand même à être sympa là-dessus, à parler, enfin, à être à l'écoute les uns des autres, à vous confier, ou pas forcément à tout le monde, mais à certains, enfin, c'est toujours assez dur. Ouais, ok. On se méfie toujours. Okay. On a tous nos oreilles. Ok. Voilà, il y a des mecs canadiens, je sais que je peux leur dire après tout et n'importe quoi, c'est des tombes et je serai pas jugé. D'autres, c'est différent, comme partout. Ouais, ok. Ouais. Et faut avoir ces piliers. Ouais, c'est important. Et tu parlais de vie équilibrée, beaucoup de sport et tout. Est-ce que tu as l'impression, en tant que mec, tu as un peu cette vie idéale de dire, ok, il y a un équilibre, vie de famille, beaucoup de sport, j'ai du sens dans ce que je fais. Enfin, te dire, ok, là, tu te sens pleinement homme, tu vis intensément, tu as ta dose d'adrénaline, de risque, de challenge, tu sers en même temps, c'est pas que pour toi. Enfin, voilà, est-ce que tu te sens vraiment à ta place en tant que mec, même s'il y a toujours des choses sur lesquelles grandir, à accomplir encore, mais que tu as peut-être touché un peu du doigt de là où un gars peut se sentir vraiment homme au quotidien? J'en sais rien. Je suis désolé. Ouais. Non, mais j'en sais rien. C'est pas forcément la question que tu te poses tous les jours. Mais en tout cas, tu te poses pas des questions existentielles en permanence sur ce que tu fais. Non. Ouais. Donc c'est peut-être la réponse. Mon cerveau est assez simple. J'ai un petit poisson qui navigue dans l'eau. Non, mais tu parlais de tes potes qui passent leur temps à faire des mails tous les jours. Peut-être que tu vois, eux peuvent se poser plus facilement parfois des questions sur le sens de ce qu'ils font au quotidien. Est-ce qu'ils répondent à un besoin primaire du mec de se donner physiquement et peut-être que toi tu le trouves plus facilement. Mais... Certainement, mais j'en suis pas à ce niveau de réflexion. C'est pas grave, je te donne des pistes. Ouais. Vous avez 4 heures. Ah, exactement. Et ouais, là on parlait donc le rapport un peu aux interventions graves, mais du coup t'as un peu de tout aussi dans l'intervention. Est-ce que ça te donne un peu une image d'une société où, enfin genre on dit souvent les gens qui appellent un peu pour rien ou ce côté où comment garder patience, se dire ok, je suis quand même là pour aider et tout. Et est-ce que t'as l'impression que c'est de pire en pire ou en fait ça a toujours été comme ça maintenant qu'on peut appeler les pompiers au téléphone? Franchement, je sais même pas si t'as une analyse, c'est pas géopolitique, mais là-dessus, mais ouais, du rapport de la société, enfin, où est-ce que les gens tu peux te dire, pourquoi les gens s'entraident pas entre eux? Est-ce que c'est un peu le besoin on délègue ça aux pompiers, ils savent faire, c'est leur boulot, et comme ça, j'ai pas à être responsable de mon voisin dans la rue ou autre? Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Ouais, le nombre d'interventions qu'on fait exprime peut-être une partie du monde solitaire dans lequel on vit, surtout le monde des grandes métropoles, on va dire. Parce qu'en effet, l'anonymat d'une grande ville, on l'aime bien, mais il est à double tranchant. Ouais, il y a peut-être un peu de ça, ouais. Honnêtement, je sais pas. Après, j'ai jamais connu le monde sans téléphone portable. Parfois, je me le dis. Qu'est-ce que ça devait être génial quand les gens n'avaient pas de téléphone. Ouais. Il fallait se déplacer à une cabine téléphonique. Bon, c'est sûr, ils oubliaient entre-temps. Ouais, c'est bon. Ils nous auraient un peu plus été tranquilles. Ouais. Mais c'est le jeu. Ouais. C'est le jeu. C'est toujours pareil. Là-dessus, c'est un combat de pas tomber dans le cynisme, de pas tomber dans le jugement, de pas se dire c'est de la merde, machin. c'est un combat. Et puis, je te rassure, hein, toutes les 24 heures, je le perds ce combat-là. Ouais. Plus ou moins tôt. Parfois, c'est à 21h, parfois, c'est à 1h du matin, parfois, c'est à 3h. Ça dépend avec qui je suis dans mon équipage et ça dépend ce qu'on fait. Mais je le perds quasiment à chaque fois et je m'exaspère contre moi-même. Et j'aimerais le gagner. Et j'espère un jour le gagner, ce combat-là de la patience et de l'humilité. Je sais pas. Ce que ça exprime notre société, je sais pas. Je vais laisser les grands chercheurs, les grands chercheurs à plume nous raconter ce qu'ils ont à nous dire. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont réfléchi là-dessus. Peut-être un peu de solitude, ouais. C'est vrai qu'il y a une grande détresse sociale, quand même. Ouais. Je pense que l'homme de 2023, l'homme avec un grand H, est un peu comme un hamster, tu vois, qui est dans une roue et qui marche, mais sauf qu'il avance pas. Je le verrais un peu comme ça, un peu seul. Et vous voyez beaucoup de solitude? Ouais, beaucoup, beaucoup. Après, nous, forcément, quand quelqu'un appelle les pompiers, c'est ce qu'on se dit à chaque fois, c'est que pour nous, ça nous semble anodin. Le mec, il s'est fait une cheville, ok, il a 3 fois rien, il a vomi dans la rue, Mais pour lui, pour que ça nécessite d'appeler les pompiers, c'est que lui, il a une détresse. Et à partir du moment où lui, il a une détresse, où lui, il s'est senti tellement perdu qu'il s'est dit, ok, j'y arrive plus tout seul, en fait, on n'a pas le droit de le juger. Ouais. Et forcément, les gens vont avoir un seuil plus ou moins haut de je me sens en détresse. Ouais.
Et même si ça peut nous sembler futile, c'est pas notre rôle. Donc ce que ça exprime, pour revenir à ta question, c'est que chacun est différent en fait. Et que même si c'est dur, un peu de patience, ne pas juger, ça nous fait jamais de mal. Mais c'est compliqué, hein. Oh, je suis infect, hein. Parfois, dès 10h du matin, je suis énervé. Ok, Et bon. après, il te reste 22h. Ok. Et là, c'est compliqué. Bonjour, j'ai un accident, je te vois arriver, je me dis merde, Merde, c'est lui. Il est quelle heure? Putain. Et question peut-être bête et tout, mais juste les camions de pompiers quand vous foncez dans la rue, je sais pas si tu conduis parfois les camions ou pas, ou si tu en as déjà conduit. Ouais, c'est, je conduisais. Tu conduisais? Ouais. C'est comment quand t'es dans des rues bouchées où tu dois aller à fond en urgence? T'as jamais été autant concentré? Insupportable. Ouais. Ah, mais intérieurement ou extérieurement, Ouais. j'insultais tout le monde. Ouais. Ah, mais c'est insupportable. Mais après, enfin, voilà. Les gens, ils font comme ils peuvent. Parfois, on va se dire, mais pourquoi est-ce il a paniqué, il nous a bloqué la route? Pourquoi? Ouais, mais en fait, peut-être que j'aurais pas dû mettre ce petit coup de ton et en fait, je serais passé tranquillement et il aurait pas flippé. Chacun a sa réaction par rapport à la peur et voilà, ce qu'il faut se dire, c'est juste que les gens essayent de faire du mieux qu'ils peuvent. Parfois, ils nous bloquent. Et c'est Souvent, c'est pas cynique, souvent, c'est pas volontaire. Mais bon, c'est toujours pareil, il y a 10% de cons qui vont nous faire une queue de poisson. Ça va nous mettre en rogne terrible. c'est fou. Ouais. Mais après, derrière, c'est à nous de faire le travail et de se changer l'esprit en se disant, OK, là, je reviens focus sur l'émission et OK, c'était quoi déjà? Je partais pourquoi? OK, je connais mes gestes, je sais ce qu'il faut que je fasse. OK. Parce qu'il y a beaucoup de... Chaque jour, tu en as des interventions comme ça où tu as vraiment une notion de timing, enfin de chrono. C'est toujours pareil. Si on va pouvoir se dire, OK, là, je peux ralentir un peu, ça semble pas grave, on a déjà jugé l'intervention. Ouais, c'est vrai. Donc, moi, je conduis de la manière la plus safe possible. Voilà. Ouais. Ce qu'il faut, c'est y arriver. Donc, si je cartonne, échec à la mission. Ça arrive, ça tout le monde a cartonné. C'est le jeu. C'est le jeu, malheureusement. Bon, ouais. Ah là, non, c'est plus que con. Ouais. C'est un sentiment de honte, de nullité et de... les fois où j'ai cartonné, à chaque fois, je me dis, j'avais cédé à la colère, en fait. Et ça me faisait dire à chaque fois, OK, en fait, j'ai un petit réservoir de colère. Si j'arrive pas à le vider de temps en temps, j'en arrive à des extrêmes où je suis débile. Ouais. Et là, c'est nul. Ouais. Donc, ça m'a appris à me gérer un peu mieux sur moi-même. Mais voilà, faut faire attention. Enfin, mais c'est toujours pareil. C'est tout. On dit faut faire attention, mais ça reste relatif. Oui, on commence après à conduire à fond. Donc, et quand tu reprends ta voiture perso, c'est frustrant? Oui. quand je suis de repos, j'aime être lent. J'aime prendre mon temps. J'aime marcher à 2 à l'heure. Et regarder tous les gens marcher très vite, très très vite, les yeux rivés sur le téléphone. Moi, j'aime regarder les couvertures des toits, les bâtiments haussmanniens, les regarder machins. en l'air. Ouais. Putain, c'est magnifique. Et à chaque fois, je me dis, putain, cette rue-là, j'y suis passé 100 fois. Et ce bâtiment, j'avais toujours pas observé ce détail. Et je trouve toujours des détails. Énorme. Et en fait, c'est tellement agréable d'être lent. C'est pas... Tu pourrais écrire un bouquin, L'éloge de la lenteur par un pompier. Franchement. Enfin, il y aurait un beau parallèle à faire. Ouais, franchement, ouais. Parce qu'on est tellement speed le reste du temps que, tu vois, j'étais quelqu'un qui, toute ma vie, j'aime cadrer les trucs. J'aime me dire, OK, si j'ai 1 heure, je vais pas gaspiller une seule seconde. Et en fait, j'ai appris à me dire, en fait, tu gaspilles 10 minutes, c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave. On s'en fout, en vrai. Et ça sert à rien de se mettre la rate au courbouillon, de se dire, je vais faire ça de ma journée. Mais si je fais qu'une tâche, c'est déjà bien. Donc, tu arrives à faire la part des choses quand t'es en mission, où là, tout doit être bien fait à fond comme il faut. Et après, c'est cool, ouais. On est obligé. Ouais. Mais ça, j'aime. Enfin, et puis, en vrai, c'est agréable de se sentir dans le monde, mais en dehors du monde. Ouais, je vois très bien. Enfin, en vrai, c'est trop bien. Voir tout le monde stressé, machin, dans tous les sens. Toi, tu vas faire tranquillement ton jogging à 2 à l'heure sur les quais. Et là, t'as le temps. Et là, tu profites. Bon, tu profites, tout est relatif. Hein. Tu préférerais aller courir dans une forêt, oui, c'est vrai. dans le grand air. Mais ça reste quand même très agréable. Ouais. On va pas bouder notre plaisir, quand même. Ouais. Trop bien. Et du coup, juste pour finir, quelques questions un peu plus générales. Est-ce que tu pourrais nous donner, je sais pas si tu as des 2, 3 d'exemples d'hommes dans ta vie, morts ou vivants, mais qui sont pour toi un peu qui peuvent être des références, qui ont été des références, et en quoi ça peut être des exemples pour toi en tant que mec, père, mari, pompier? Forcément, les 2 premiers exemples que j'ai d'hommes inspirants, c'est forcément mon père et mon grand frère. Ça c'est clair et net. Forcément, ils ont forcément un peu façonné ma manière de penser, ma manière de faire et ma manière d'être. Forcément, le déterminisme familial, c'est très important et j'ai eu la chance d'avoir un père et un frère
très inspirants. Donc voilà, ils n'ont pas toutes les qualités du monde et ils ont leurs défauts, mais ils ont des qualités qui sont bonnes à prendre. Après, en figure inspirante de manière générale, ben forcément, en tant que pompier, j'ai pas mal de sportifs que je trouve très inspirants dans leur rapport à l'effort, dans leur rapport à l'abnégation, dans leur rapport dans leur rapport à la douleur aussi. Enfin, voilà. Je trouve que les vrais héros des temps modernes, moi, ceux qui me font le plus rêver, c'est les skippers du Vendée Globe. Ah, Je trouve ça incroyable. faut que t'écoutes notre podcast Ah, avec ben, Tanguy Le Turquet. Il n'est pas encore sorti, mais Ouais. dans le top 3 des aventuriers, Ouais, c'est ouf, ouais. je trouve ça incroyable et très, très inspirant. Bah, forcément, la foi nous donne aussi des exemples de saints qui sont tout aussi inspirants. Après, quand je dis inspirant, tu vois, c'est vraiment prendre des parties, tu vois, de chacun. Et j'idolâtre personne. Mais il y a pas mal de fois où je me dis, j'ai tel mec qui a été sur ma route, j'ai aimé ça chez lui, j'ai aimé son accueil, j'ai aimé son sens de l'écoute, Ouais. j'ai aimé la manière dont il a posé les yeux sur moi, il m'a aimé. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai envie de prendre. Et je pense qu'il y a énormément de personnes sur qui je me dis, waouh, ça, à tel moment, ça m'a inspiré chez lui. Sa générosité, son goût de l'effort, son humour, son audace, tout ça. Donc, j'ai une grande liste d'hommes inspirants. Mais après, ouais, donc il y a les skippers du Vendée Globe. Bah, Thomas Pesquet, forcément aussi, tu Ouais, vois, dans les noms que je citerai, tu vois, pour les choses un peu hors normes. Ceux qui me font rêver, c'est les biathlètes, tu vois, un Martin Fourcade. Ouais, complètement, ouais. Parce qu'une capacité physique énorme et une capacité à passer du tout au tout, Ouais. passer du ski à la carabine qui est assez extraordinaire. C'est toujours impressionnant, je trouve, ouais, leur calme d'un coup. Les pilotes de Formule 1, tu vois, ils ont des milliers de personnes qui bossent pour eux et eux, ils ont une voiture qui va certainement très vite, mais en 2 heures, ils ont le travail de milliers de personnes entre les mains et il faut pas qu'ils fassent n'importe quoi. Et ils n'ont pas le droit à l'erreur. Et tu vois, les sports mécaniques et bah, en figure de sainteté pour finir, bah, forcément, Piergiorgio Frassati. Ouais. Voilà, verso l'alto. Qu'est-ce que je pourrais citer d'autre? Saint Tarcisius. Ouais. Voilà, pour sa recherche de la vérité, de la non-compromission. C'est une belle liste. Ouais, une belle liste. Et puis, aussi pas mal de femmes inspirantes, tu vois. Sainte Jeanne Beretta Molla, qui a donné sa vie pour ses enfants, qui a été jusqu'à elle, voilà, le sacrifice ultime. Tu vois, voilà, il y en a pas mal aussi. J'admire toutes ces femmes là, Serena Williams qui a remporté un tournoi de tennis en étant enceinte, tu vois. Un peu Je savais pas ça. Ouais. Beaucoup. Après, je me laisse inspirer par beaucoup de personnes, mais sans prendre toute leur personnalité, tu vois. Non, mais c'est intéressant au contraire de dire qu'est-ce qui fait écho dans ma propre vie sur lequel je pourrais travailler grâce à cet exemple. Puis beaucoup de prêtres actuels aussi, tu vois. Je suis pas mal façonné par eux et par les discussions que j'ai pu avoir avec eux, par les échanges profondeurs et voilà, notamment qui est décédé avant-hier, qui nous a beaucoup marqué. Merci beaucoup. Plein d'exemples à la fois donc anciens mais aussi actuels et je trouve ça chouette de pouvoir s'inspirer aussi de ceux qui nous entourent. 2 dernières questions un peu profondes aussi. Si demain tu as un fils, quel exemple de père t'aimerais être pour lui? Il faudrait 4 heures peut-être. Il faudrait 4 heures aussi. Non. Alors je t'avoue que cette question-là, j'y ai réfléchi. Forcément. Parce que bah, tu vois, en tant qu'être, je pense que notre humanité nous pousse à laisser une trace aussi. Donc forcément, la question des enfants se pose et la question des enfants est de laisser quelque chose, de laisser une trace visible sur Terre. Je pense que ça reste quelque chose qui est au fin fond de notre corps ou de notre cœur, je sais pas. Et donc forcément, à cette question-là, j'y ai répondu, j'y ai réfléchi, on va dire. Je sais pas comment chez Ducret, mais j'aimerais qu'il ait 3 choses. La première, c'est la pudeur. Je trouve que c'est une valeur actuelle qui est oubliée, d'être pudique, de pas s'emporter, de pas s'enflammer, voilà, tout ça, de faire preuve d'un peu de calme. Et voilà, dans les temps actuels où tout le monde, où tout est mis sur le même plan, où tout le monde s'énerve pour un oui ou pour un non, où c'est au concours de la phrase la plus choquante et du mot le plus choquant, c'est le concours de l'indignation, je lui dirais non, sois pudique. Le deuxième point que je lui dirais, c'est et que j'aimerais lui apprendre et que je pense qu'il est terriblement compliqué, c'est de savoir dire non,
d'être la personne, et pourtant je le suis tellement pas parfois, d'être la personne, je sais pas si tu connais cette étude sociologique où et qu'ils ont faite une fois où il y a un pot où il y a des pommes et des bananes, 9 personnes près d'une pomme, que prend la 10e personne? 90% du temps, c'est une pomme. Même si le mec veut terriblement une banane, il prendra une pomme pour se conformer au monde. Et ben, j'aimerais apprendre à mon fils à prendre cette banane. Et voilà, c'est pas grave d'être contre tout le monde, c'est pas grave d'être en désaccord, c'est pas grave d'avoir ses opinions. Et faut pas le rechercher à tout prix, faut pas rechercher la différence à tout prix, mais faut pouvoir dire non, ça je suis pas d'accord, ou non, ça je suis d'accord, quand tout le monde va lyncher ou pas. Et la troisième chose que je veux lui apprendre, c'est d'aimer profondément, et d'aimer tout son cœur, et d'aimer totalement sans tricher, sans jouer. Et voilà. On dit souvent vivre pleinement, mais en fait, je pense que vivre pleinement, ça passe par aimer pleinement. Et si on aime pleinement, ben là, on vit pleinement, tu vois. Et c'est les 3 choses, ouais. La pudeur, savoir exprimer sa différence et aimer. Énorme. Mais je sais pas comment faire. Et j'ai pas il y a pas le manuel, il y a pas le, ouais. Je sais pas. 3 directions à suivre et tout. Ouais, mais c'est les 3 choses que, si un jour, quand il se préparera au mariage et qui remettra le modèle de ses parents en cause, s'il écoute ce podcast et qu'il dit « Ah oui, mon père, il a fait plein d'erreurs, mais il a toujours voulu ça », ben bon, j'aurais déjà gagné. Ok, énorme. J'allais te poser la question ensuite, qu'est-ce qu'être un homme? Et au fond, est-ce que c'est peut-être ces 3 ingrédients? Peut-être ces 3 ingrédients-là, je sais pas. Non, enfin, est-ce qu'être un homme l'humanité en général, ou est-ce qu'être un homme... un mec... Parce que je pense que ces 3 qualités, c'est les 3 choses que je viens de te dire, peuvent se décliner aussi de manière féminine, tu vois. Totalement. Honnêtement, je sais pas. Ce qu'être un homme en 2023, ou ce qu'être un homme tout court, je saurais pas l'exprimer. Je vois bien qu'il y a des différences, mais lesquelles exactement? Mettre les bons mots aussi, parce que forcément, c'est un sujet qui est un peu touchy. Mettre les bons mots et utiliser des bons termes, et la langue française est suffisamment riche pour les utiliser. Ben, en fait, je sais pas lesquels utiliser. Ouais. Et ça se vit plutôt. Là-dessus, ouais, ça se vit plutôt. On peut dire plutôt ça. Plutôt que ça se dit, ouais, j'aurais pas l'idée. Je suis désolé. Non, mais très bien. On ira te suivre dans ta vie et on verra. Non, un grand merci, Florian, d'avoir pris ce temps avec nous, d'être exprimé aussi franchement, d'avoir de tout ton regard sur ton parcours, ton boulot au quotidien, ton regard sur l'homme, comment toi tu vis, tout ce que tu fais au quotidien. Donc un grand merci d'avoir pris le temps avec nous. C'était chouette. Plaisir partagé. Écoute, c'est pas évident. C'était la première fois que je faisais ce genre de choses, et là je pense que je vais me taire à jamais pendant 3 semaines. Bon, là, merci d'avoir accueilli du coup tout ce temps, et même on a bien parlé et tout. Donc un grand merci. Bon courage pour toutes tes interventions, et merci d'être un peu nos anges gardiens. Voilà, c'est peut-être le merci facile, mais merci pour ce que vous faites. J'ai pas la prétention d'être un ange gardien. Non, mais voilà, d'être c'est le merci peut-être facile, mais c'est toujours important à savoir l'accepter. C'est aussi l'humilité d'accepter un merci. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc écoute, il est sincère. Donc voilà, merci beaucoup. Messieurs, on va s'arrêter là et on se retrouve dans 15 jours pour un prochain podcast avec un nouvel invité. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à Bonhomme le Talk et à mettre une note de 5 étoiles là sur la plateforme d'écoute que vous écoutez pour faire booster notre audience. À bientôt, messieurs. D'ici là, tenez bon la barre et bonne navigation dans vos propres vies. Et à très vite.